George Lucas aime l'histoire. Elle est un terrain d'une fertilité étonnante pour le storyteller qu'il est, car elle permet une analyse exceptionnelle de nos civilisations passées, mais surtout actuelles et futures. Et d'ailleurs, Star Wars se déroule il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine, explicitant dès l'introduction sa filiation avec des notions d'histoire et de civilisations éloignées. Cette rhétorique, pour le conteur qu'est Lucas, s'inscrit au cœur même de sa démarche d'auteur. Mais il lui manquait une incarnation unique pour s'y plonger complètement. Indiana Jones n'est alors pas juste bon à trouver des trésors ou faire mordre la poussière aux nazis, il est une projection fantasmée de toute la culture populaire du siècle passé, par le biais de la télévision, du cinéma, de la littérature ou encore de la bande dessinée, dont la simple représentation permet d'instantanément identifier toute la puissance de l'imagerie culturelle qu'il véhicule. Indiana Jones est une image d'Épinal, le trésor qu'aucun X ne marque sur aucune carte, et Lucas de n'être au final pas moins créateur qu'explorateur lui-même. Explorateur d'une époque, son époque, car son héros est surtout le symbole de notre monde. Indiana Jones est le XXe siècle, un objet culturel figé dans le temps, intemporel et universel. Je suis l'auteur du livre Indiana Jones, explorateur des temps passés, publié chez Sœur d'édition, qui me sert de support à l'écriture de cette série de vidéos. Et dans ce premier épisode, je vous propose de revenir sur la rencontre entre Lucas et Spielberg, et de quelle façon ils vont finalement, avec Indiana Jones, consolider leur amitié avec un projet commun de très grande envergure. C'est un archéologue et un anthropologue, un philosophaïe doctor. Il a un doctorat, c'est un professeur d'université. En fait, c'est aussi une sorte de casse-cou, un intrépide. Mais il s'est lancé dans la récupération d'antiquités, leur découverte, ce qui devient une occupation très lucrative pour lui. Donc plutôt que d'être un archéologue, il devient une sorte de hors-la-loi. Et il finit vraiment par devenir un pilleur de tombes, sur contrat. Les musées l'emploieraient pour dérober des trucs dans les sépultures, ou les localiser. Dans le cercle de l'archéologie, il connaît tout le monde. C'est donc une espèce de détective privé pilleur de tombes. C'est un chasseur de primes. Indiana Jones pourrait être vu comme l'antithèse de Star Wars, par la formulation de son héroïsme solitaire, situant plutôt ses origines dans l'âge d'or d'Hollywood. Le film de science-fiction de George Lucas est quant à lui très riche de nombreux protagonistes, qui justifient la construction d'un monde imaginaire à la fois riche, mais surtout très moderne dans sa conception. Indiana Jones peut être vu comme une forme de nostalgie régressive, et il convient alors de comprendre le parcours de Lucas et Spielberg pour saisir l'enjeu d'un tel personnage dans leur culture commune. Et l'histoire commence à Los Angeles en 1968. Un soir de janvier 1968, Steven Spielberg se rend à l'Université de Californie à Los Angeles pour assister au 3e National Student Film Festival. Il souhaite devenir réalisateur et partage son temps entre son université à Long Beach depuis 1965 et des petits jobs comme monteur chez Universal. Et ce soir-là, un film va particulièrement le tenir en haleine. THX 1138 4EB gagne le Grand Prix et son réalisateur, George Lucas, est largement félicité par ses pairs, d'autant plus que Francis Ford Coppola est présent. Cet ancien étudiant de la même école mène un début de carrière très prometteur. Il remarque le jeune Steven qui se présente en coulisses et lui présente George, de 2 ans son aîné. La rencontre entre les 3 hommes est brève, mais déjà vertigineuse. Il faut attendre 1969 pour voir Lucas et Spielberg se rencontrer à nouveau, réunis par des connaissances communes, les scénaristes Al Barwood et Matthew Robbins. Lucas et Spielberg sont alors mutuellement intimidés. Entre-temps, THX 1138 est annoncé comme un long métrage chez Warner Bros, ce qui est très impressionnant. Le futur metteur en scène de Jaws est quant à lui déjà sous contrat avec Universal et vient de réaliser son premier programme de fiction, Night Gallery. Il s'était fait remarquer l'année d'avant avec un court-métrage indépendant au budget dérisoire, Amblin, diffusé à Los Angeles en première partie de Skidoo, film d'Otto Preminger. À leur niveau respectif, les 2 hommes s'admirent, mais c'est bien leurs différences qui feront leur complémentarité. Lucas joue plutôt dans la cour des cinéastes indépendants sur le modèle de Coppola, alors que Spielberg intègre une major qui l'amène à travailler sur de très nombreux projets, le formant à toutes les situations. Si bien qu'avec leurs succès respectifs sur des positionnements différents, les 2 camarades aiment se voir et se parler. Les conseils de l'un aident toujours l'autre. Ils échangent des idées, des angoisses, beaucoup d'enthousiasme et sont réellement fans du travail de l'autre, doutant du leur en permanence.
Quand le succès arrive, culminant en 1977 avec Star Wars et Rencontre du troisième type, il représente surtout une figure de confiance mutuelle, ensemble dans les débuts prometteurs mais difficiles, ensemble dans le succès. L'amitié est solide et il fallait un projet pour enfin le symboliser. Peu de temps avant le succès d'American Graffiti en 1973, George Lucas est aux abois. Il a réussi à convaincre 20th Century Fox de lui commander le script d'un film mêlant la culture des pulp magazines, de la science-fiction et de l'histoire qu'il nomme sobrement The Star Wars. Un projet déjà rejeté par United Artists, Universal Studios et plus ironiquement par Disney. Lucas le sait, il doit aller à l'efficacité et plaire au grand public, sur les conseils de son ami et associé Coppola, menant à l'époque à American Graffiti. Il abandonne par la même occasion le projet Apocalypse Now, un docu-fiction sur la guerre du Vietnam. L'idée est reprise par Coppola, mais le script de Star Wars en abordera une curieuse similarité. Dès 1973, Lucas décrit l'histoire par ces quelques mots. Un empire technologique tentaculaire qui pourchasse un petit groupe de combattants de la liberté. Comme pour THX 1138, l'inquiétude du futur et de l'emprise d'une puissance militariste reflète plus que jamais le monde actuel. Pendant l'écriture du scénario, Lucas fait des recherches et penche vers les serials et autres comics de son enfance, voire même antérieurs, et remet la main sur des titres tels que Don Winslow of the Navy, héros typiquement américain, pur produit de l'entre-deux-guerres qui combat les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. À l'évocation de ces aventures, le jeune homme se met à rêver. Mettre en scène un archéologue dans des intrigues modernes devient un projet aussi excitant que celui de la Guerre des Étoiles. Les deux idées s'imprègnent d'ailleurs l'une de l'autre. Son premier héros, Luke Starkiller, est une sorte d'explorateur de l'espace, un peu comme Flash Gordon, et développe même un intérêt pour les antiquités. Dans les premières versions du script, il rencontre un anthropologue, découvre des vieux fossiles, prend des notes dans un vieux carnet et consigne ses trouvailles comme le ferait un historien à propos d'une ancienne civilisation. Sans le vouloir, le jeune Lucas dessine dans son esprit une autre ligne temporelle, plus terre-à-terre, non futuriste, mettant en scène une sorte de pilleur de tombes qui serait professeur d'université à la recherche d'artefacts surnaturels dans les années 1930 et qui serait, tout comme Don Winslow, aux proies aux agents nazis. En assemblant ici et là des idées de serials et de ce que Lucas rêve de voir lui-même à l'écran sous un jour nouveau, le personnage d'Indiana Smith prend peu à peu forme. Pour le nom, il s'agit de celui de son propre chien, un malamute de l'Alaska que Lucas affectionne tout particulièrement, et qui prend aussi une forme saugrenue avec Chewbacca dans Star Wars, le fidèle compagnon de Han Solo, le beau héros dans lequel le cinéaste se projette. Indéniablement, les aventures de Luke et Indiana ont l'exacte même genèse. Star Wars et Indiana Smith sont tous les deux basés sur les serials matinees que j'adorais quand j'étais gamin. Comme les films d'action avec leurs aventuriers qui se rendent dans des lieux exotiques, avec des cliffhangers à chaque moment. Je me demandais pourquoi ils n'en faisaient plus des comme ça. J'ai toujours voulu en revoir. La priorité est cependant donnée aux aventures de Luke, sous la commande hésitante de 20th Century Fox. Le grand angoissé qu'est Lucas ne vit pas vraiment bien cette période et comprendra peu à peu que la mise en scène n'est pas faite pour lui. Bien avant de lâcher la direction du second épisode de Star Wars, il propose déjà en 1974 à Philip Kaufman, ami réalisateur et scénariste, de prendre en charge The Adventure of Indiana Smith, alors qu'aucune histoire n'existe encore. À ce stade, seul le concept du personnage est esquissé, ainsi que la senteur du long métrage, avec ce retour en arrière régressif à la manière des films de l'âge d'or hollywoodien. Et même s'il n'a pas encore d'histoire, Lucas a déjà une vision assez précise du héros qu'il souhaite, qu'il cristallise en une seule image, celle de l'incontournable Zorro dans sa version Serials de 1937. Ce héros masqué, reconnaissable à son sombrero cordobé, utilise abondamment son fouet et s'illustre notamment dans une séquence qui marque le jeune Lucas, où le héros saute sur un camion depuis son cheval. Une image emblématique que l'on retrouvera trait pour trait dans l'un des premiers dessins préparatoires de Jim Steranko. À cet instant précis, Indiana Jones est déjà un enfant de la culture de l'image. Lucas conçoit d'ailleurs son personnage comme une suite d'idées visuelles avant même d'avoir une intrigue. Il souhaite avant tout créer un héros d'action emblématique, affublé de quelques éléments faisant office de signature. La veste en cuir, le fouet, le chapeau fedora, le flingue de la Première Guerre mondiale. Avant même de se voir attacher une intrigue, Indiana Jones a déjà tout d'une figure iconique. Durant cette période, les avancées sont très productives pour Philip Kaufman,
qui amène les premières ébauches d'un scénario mettant en scène un MacGuffin à la fois fascinant, mais également jamais vraiment exploité au cinéma. L'idée lui vient de son enfance, lorsqu'un médecin avait écrit un article à propos de l'Arche d'Alliance et de ses pouvoirs supposément surnaturels. Les deux idées trouvent leur chemin, d'une part le héros iconique de Lucas, d'autre part le coffre biblique de Kaufman, et le scénariste esquisse une première version du grand film d'aventure qui se dessine doucement, celui d'un pilleur archéologue devant retrouver un artefact religieux millénaire contre les nazis. Action et histoire, aventure et fantastique. Raiders of the Lost Ark est né. Alors que la pré-production de Star Wars s'accélère, Philip Kaufman doit accepter un poste ambitieux de scénariste et metteur en scène sur le film José Wells pour une sortie en 1976. Cette production par et avec Clint Eastwood doit bénéficier d'un œil nouveau, mais le tournage se passe mal et Kaufman est licencié par la star de western qui se crédite, à tort ou à raison, en tant que réalisateur. Une malheureuse expérience qui enterre temporairement le projet Raiders et Lucas de donner la priorité à Star Wars. Une prise de recul non voulue, mais permettant l'arrivée d'un nouveau collaborateur dans ce projet de film d'aventure. En 1971, Steven Spielberg réalise le premier épisode d'une série à la longévité exemplaire, Columbo, mais surtout ce qui sera vite considéré pour les décennies à venir comme le meilleur téléfilm jamais tourné avec Duel. C'est d'ailleurs sur le modèle de cette course-poursuite sauvage que le jeune homme souhaite se positionner sur un livre qu'Universal optionne avant sa sortie, Jaws, Les Dents de la Mer de Peter Benchley. Les producteurs veulent au départ la légende John Sturges derrière la caméra, mais alors que le premier film de Spielberg n'est pas encore sorti, The Sugarland Express en 1974, le studio accepte de lui confier la mission. Spielberg prend le projet à bras-le-corps et termine le film au forceps malgré de gros problèmes venant entacher la production. Entre les menaces de grève, les difficultés de loger et amener l'équipe sur le lieu de tournage, les complications dues aux séquences en haute mer et la reproduction du requin à l'échelle réelle. Mais Spielberg utilise cette adversité à bon escient. Il récupère des extraits vidéo d'un véritable requin attaquant une cage avec un homme à l'intérieur, l'obligeant à repenser les prises de vue pour se mettre à niveau, à repousser les limites de la production toujours plus loin, et par conséquent à doubler le budget et tripler la durée du tournage. Éreinté, pointé du doigt par la presse et la production, il pense que sa carrière est terminée. Il ne se rend pas compte qu'il vient alors de révolutionner l'industrie. Le phénomène au box-office est inimaginable. En réalisant un film de genre tantôt violent et horrifique, tantôt drôle et enjoué, Spielberg fait rentrer Hollywood dans l'ère du blockbuster. Un cinéma moderne et décomplexé qui a pour recette l'alliance d'une conception de qualité n'ayant rien à envier à l'exécution des grands cinéastes historiques, avec une mise en œuvre de récits spectaculaires et divertissants. Cette recette sera bien comprise des studios, qui s'arracheront les services de Steven Spielberg qui, en parallèle, travaille déjà sur une idée originale de science-fiction pour Columbia Pictures. Hasard des calendriers, ce nouveau projet, Rencontre du troisième type, sortira en salle la même année que Star Wars. George Lucas et Steven Spielberg, sur deux positionnements différents mais complémentaires, n'ont alors jamais cessé de se voir. Mais contrairement à son ami, Lucas n'a pas la confiance des studios, et même pire que ça. Ni les salles de cinéma, ni 20th Century Fox ne croient en Star Wars, si bien que le film sort en mai 1977 dans moins de 40 cinémas dans tous les États-Unis. Même pour l'époque, la sortie est proprement minable. Lucas, persuadé que son film sera un échec, se livre alors à son ami Steven, dont il rend visite sur le tournage de Rencontre du troisième type. Il disait « Oh mon Dieu, ton film va avoir bien plus de succès que Star Wars. Ça va être le plus gros succès de tous les temps. Ton plateau est incroyable. Tout ce que tu arrives à faire, oh mon Dieu. Ok, tu sais quoi? Je t'échange des parts. Je te donne 2,5% de Star Wars si tu me donnes 2,5% de Close Encounters. » Du coup, j'ai dit que oui, je voulais bien parler avec lui. Super! Mon film n'a été qu'une maigre success story, mais Star Wars a été un phénomène. Et bien sûr, j'ai été l'heureux bénéficiaire de quelques parts sur cette production, pour laquelle je reçois toujours de l'argent aujourd'hui. La fin du tournage de Rencontre du troisième type coïncide avec la sortie en salle de Star Wars. Les deux hommes vont alors souffler quelque temps à Hawaï avec leur famille et une partie de leurs collaborateurs. George Lucas est anxieux. Il veut se trouver le plus loin possible de ce qu'il estime être une catastrophe qui mettra fin prématurément à sa carrière. Aussi fou que cela puisse paraître, personne ne croit en Star Wars. Même la Fox, craignant des pertes importantes, tente de vendre le film encore en production à des sociétés de tax shelter, principe permettant à des investisseurs de miser sur des films tout en obtenant des exonérations fiscales et ainsi soulager le risque pris par les studios. Mais même eux n'y croient pas.
C'est alors très loin de se douter de ce qu'il se passait aux États-Unis que Lucas reçoit un télégramme de son ami Francis Ford Coppola durant ce séjour à Hawaï, le félicitant pour son énorme succès et lui demandant sur le ton de la plaisanterie des fonds pour financer Apocalypse Now, alors en plein tournage. Lucas n'en revient pas. Le succès inattendu du film est une libération. 20th Century Fox multiplie aussitôt le nombre de copies et il ne se passe plus un instant aux États-Unis sans que Star Wars ne soit au centre de toutes les discussions. Finalement, Lucas se retrouve non pas loin d'une catastrophe, mais d'une agitation sans précédent dans l'industrie. Et comme sa présence n'est pas nécessaire, le film fait sa vie et le distributeur fait son travail, il en profite pour faire le point avec son ami Steven sur ses projets futurs, entre deux châteaux de sable que ses deux grands-enfants se plaisent à faire ensemble. Spielberg rêve alors de réaliser un James Bond avec Sean Connery, à l'ancienne, davantage porté sur l'espionnage et l'action d'aventure au premier degré. Lucas, lui, souhaite faire 9 films Star Wars et a déjà pas mal de pistes pour donner une suite au premier long métrage. Mais surtout, il a en réserve un projet qui pourrait tout à fait plaire à son ami. George m'a dit « Écoute, c'est un film de série B. Chaque studio en faisait 4 par semaine pendant 15 ans, entre les années 30 et 40. Il m'a dit que Raiders était un volet d'une saga qui suivait les exploits d'un archéologue aventurier, pas comme Tarzan ou les serials des années 50. La différence serait que notre héros serait impliqué dans des aventures mortelles et des événements d'un autre monde. George disait « Nous allons le conserver dans les années 30, mais on va le mettre à la page et le faire de façon moderne, tout en gardant le côté rétro. C'était géant. » Ce jour-là, Lucas serre la main de Spielberg, qui devenait officieusement le réalisateur de Raiders. Le destin va cependant encore repousser la mise en œuvre du projet, puisque Spielberg a déjà des engagements pour son nouveau film, une comédie sur fond de guerre, 1941, scénarisée par Robert Zemeckis et Bob Gale, les futurs créateurs de Retour vers le futur. Mais le travail ne s'interrompt pas pour autant. Lucas développe l'histoire en entier, amenant plusieurs éléments nouveaux comme la figure féminine, le sidekick, le confrère rival d'une autre nationalité, et bien sûr les nazis comme incarnation du mal suprême. Finalement, Rencontre du troisième type sort en salle en novembre 1977 et le succès est immédiat. Il devient même le film qui réussit à déloger Star Wars de certaines programmations de cinéma. Quelques mois plus tard, le début de l'année 1978 voit formaliser les premiers termes contractuels entre Spielberg et Lucas pour Raiders, budgété alors à 6 millions de dollars, ce qui est bien en dessous de Star Wars et Jaws. L'idée est alors d'éviter le faste budgétaire pour rester dans l'esprit des serials avec une approche désuète, voire volontairement régressive. Le film n'est toutefois pas encore prioritaire. La pré-production de l'Empire contre-attaque débute, avec un budget pharaonique 3 fois supérieur au premier film. Lucas doit alors gérer son empire et laisse la réalisation à un ancien professeur d'université, Irvine Kershner. Afin de garder un contrôle total et gagner ce qu'il estime juste, Lucas crée 2 filiales, The Chapter 2 Company pour produire ce qui sera renuméroté l'épisode 5 en 1979, et Black Falcon pour gérer la licence et notamment le merchandising. Fort de son succès historique en 1977, Lucas tient littéralement son distributeur, 20th Century Fox, au creux de sa main. Mais pour les aventures d'Indiana Smith, la situation est différente. Le producteur risque littéralement sa chemise avec Empire, et ne peut jouer la même partition pour sa première collaboration avec Spielberg. Un studio pour les accompagner est donc nécessaire sur un deal plus équilibré. Pour ça, Lucas monte une autre filiale, The Raiders Company. Mais avant de présenter le projet, il convient d'enfin se lancer dans l'écriture du script. Steven Spielberg est désormais très occupé sur 1941 et commence à produire des films en lançant la carrière de son scénariste, Robert Zemeckis, ce qui donne Crazy Day chez Universal en 1978 et La Grosse Magouille chez Columbia en 1980, ce qui l'amène à produire son premier long métrage avec Amblin Entertainment en 1981, Deux drôles d'oiseaux de Michael Apted. C'est d'ailleurs pour ce film que Spielberg rencontre le scénariste Lawrence Kasdan, qu'il présente à Lucas pour Raiders. Il l'invite également à se rapprocher de Frank Marshall, producteur du prolifique réalisateur Peter Bogdanovich, faisant partie de la nouvelle vague des années 1970. Lucas et Marshall se donnent rendez-vous à Universal City. Ils discutent de leurs films respectifs ainsi que de la vision du créateur de Star Wars qui veut s'entourer des meilleurs réalisateurs, producteurs et scénaristes. Alors que les deux hommes s'apprêtent à se quitter, Spielberg arrive, accompagné de Lawrence Kasdan. La situation est des plus ubuesques. Dans un petit bureau qui dénote avec les succès planétaires de Jaws et Star Wars, Lucas explique qu'ils vont faire un film d'aventure, que le héros porte le nom de son chien, qu'il a un fouet accroché à la ceinture et qu'il est à la recherche de l'Arche d'Alliance. D'emblée, le ton est donné.
Steven est arrivé avec cet autre jeune type avec lui. George a présenté tout le monde. Il a dit « Ça, c'est Steven. Bien sûr, tu connais Steven. Et ça, c'est Larry Kasdan, c'est le scénariste. » Tout le monde s'est serré la main. Il a alors ajouté « Et donc, c'est Frank Marshall, le producteur. » Voilà, c'est tout. George Lucas est instinctif. Après 20 minutes d'échange informel, les 4 hommes se serrent la main. Le moment est historique. Même Marshall n'arrive pas vraiment à y croire, jusqu'à ce qu'il reçoive un coup de fil le lendemain pour finaliser le deal, à sa grande stupéfaction. À la sortie de cette réunion avec les 2 grands réalisateurs ayant bouleversé l'industrie en même pas 2 ans, même Kasdan n'y revient pas. Frank et moi sommes repartis ensemble. Il m'a demandé « Est-ce que l'on vient juste d'avoir le job ?» Et j'ai répondu « Bonne question, je n'en sais rien du tout. » Puis on s'est salué. Je suis rentré chez moi, et ils avaient déjà appelé mon agent pour dire qu'ils me voulaient sur Raiders of the Lost Ark. Lucas, Spielberg et Kasdan se réunissent alors plusieurs jours de suite dans le but d'avancer sur le scénario du film entre le 23 et le 27 janvier 1978. Cette discussion se présente comme un brainstorming à partir de l'histoire et des notes que Lucas a développées avec les idées et le MacGuffin de Philip Kaufman. Le but est bien sûr de définir le personnage, son aventure et les autres protagonistes, et à Kasdan d'en faire la synthèse pour en sortir un premier script. Durant ces échanges, une voix domine. Imperturbable, Lucas se lance parfois dans de longs monologues pour expliquer la nature profonde de ce professeur d'université en quête d'aventure. Les idées fusent et le concept est déjà quasiment identique à ce que sera le personnage en 1981. La plus forte image qu'on ait de lui est le costume dans Le Trésor de la Sierra Madre. Un pantalon kaki, une veste en cuir, un chapeau en feutre et un pistolet dans un holster avec un rabat comme ceux de la Première Guerre mondiale. Il va dans la jungle avec son arme. L'autre chose qu'on lui a rajoutée, et qui pourrait être fun, c'est son fouet. C'est vraiment sa marque de fabrique. Il est vraiment bon à ça. Il a un revolver dont il se sert sans doute très bien, mais en même temps, il excelle au fouet. C'est un accessoire qui n'a pas été utilisé depuis longtemps. Mais curieusement, Lucas ne cite pas Le Secret des Incas, film d'aventure de Jerry Hopper de 1954, où Charlton Heston est affublé d'un fedora identique à Harrison Ford, d'une veste en cuir marron, d'un revolver et d'un pantalon kaki, finalement bien plus proche d'Indiana Jones que ce dernier ne l'est d'Humphrey Bogart. Une courte séquence montre même un rayon lumineux frappant un point précis dans une crypte, ce qui ne manque pas de rappeler une scène similaire dans Raiders en 1980. La costumière du film Deborah Nadoolman confirme alors dans des interviews que Lucas invitait les équipes à voir le film de Hopper, à tel point qu'elle croyait au départ participer à un remake. Pendant que Lucas déroule ses copieuses réflexions, Kasdan prend des notes et reste silencieux, tout en posant quelques questions de temps en temps. Steven Spielberg, lui, fait parfois le fanfaron. Alors que son camarade reste sérieux, avec un choix très précis de mots et d'explications structurant le personnage et le récit, le réalisateur de Jaws apporte des idées souvent très visuelles et parfois cartoonesques, et n'hésite pas à évoquer les attractions de Disneyland pour illustrer sa pensée. Pour lui, le fouet peut servir au héros à faire tomber le pantalon d'un ennemi, ou encore mieux, attraper à la taille une jeune femme pour la rapprocher de lui. La réciprocité fonctionne évidemment à merveille. Lucas conçoit, Spielberg visualise. En quelques échanges, les 2 hommes établissent, en temps réel, la scène d'ouverture du film dans le temple Chachapoyan. J'ai une super idée. Il entend le sable qui s'écoule. Quand il entre dans la cave, ce n'est pas plat. Tout l'ensemble s'incline au fur et à mesure. Il entend les choses. Il prend l'objet et repart dans le couloir. Et là, une roche de 20 mètres de haut faite pour rouler le long du corridor arrive en plein sur lui. C'est une course. Il est pourchassé. Lorsque le rocher arrête sa descente, il bloque l'entrée de la cave. Plus personne ne pourra jamais y retourner. L'image est sublime. Lucas réagit avec ses réflexes d'intellectuel. Son ami Steven tient un élément important. Le film se doit d'avoir des mécanismes anciens gyroscopiques, à l'image du film La Terre des Pharaons d'Howard Hawks en 1955. Il doit montrer que l'archéologue a des aventures dangereuses, que tout peut aller très vite et se révéler mortel. Cette scène est un teaser, elle donne le ton du film. Le spectateur est transporté ensuite à Washington dans un musée, Indy a rapporté la statuette du temple et est payé pour ça. On comprend alors tout de suite sa nature d'explorateur, d'archéologue, de professeur, mais surtout de chasseur de trésors. Le personnage est posé et il est déjà débordant de charisme. À ce stade, le scénario est déjà plutôt abouti, même si les différences avec le script final sont notables.
Pas de médaillon au départ, juste l'évocation d'un bâton en plusieurs parties qui révélerait l'emplacement de l'arche. Un prétexte pour amener le héros à traverser le monde pour reconstituer le puzzle. Il voyage jusqu'en Chine, puis au Caire pour rencontrer un agent local qui se révèle être une femme avec toute la dimension romantique que cela doit apporter. Ces deux séquences sont encore à l'état de brouillon et trouveront finalement leur place dans les suites. Le rival est quant à lui déjà conceptualisé, il sera italien, français ou allemand, n'intervient pas encore dans l'introduction du film, mais se trouve déjà être le Moriarty de l'histoire. Le nom de l'archéologue prête à débat. Spielberg ne l'aime pas, mais George Lucas assume. Indiana Smith est un personnage très marqué. Son surnom lui vient de sa provenance, l'État de l'Indiana. Il symbolise ce que le pays a produit de plus pur dans l'imagerie post-western. Son accoutrement, du chapeau au revolver, n'est d'ailleurs pas si éloigné du cow-boy de l'Ouest américain. Pour Spielberg, le nom est trop proche de Nevada Smith, campé par Steve McQueen dans un western d'Henry Hathaway en 1966. Mais Lucas a une alternative tout aussi universelle sinon plus, Jones. Lawrence Kasdan demande alors à quoi l'acteur pourrait ressembler. George Lucas a plusieurs influences en tête. Son personnage adopte à la fois la rugosité de Clint Eastwood et le flegme de Sean Connery, la classe d'Humphrey Bogart et la négligence de Peter Falk, ou encore la masculinité de Toshiro Mifune et l'irrévérence teintée d'humour d'Han Solo. Et pour son incarnation, il a déjà une idée assez précise. Quelqu'un comme Harrison Ford ou Paul Le Mat, un jeune Steve McQueen. Cette impulsion de départ, symboliquement, et même si les premières réflexions sont plus anciennes, marque la naissance d'Indiana Jones en cette année 1978. Les mois qui suivent seront dédiés à l'écriture du script, d'autant plus complexe que Lawrence Kasdan est demandé sur l'Empire contre-attaque, alors que George Lucas développe son propre empire et tâche de le gérer malgré les nombreux défis qui s'annoncent. Steven Spielberg s'enlise quant à lui dans sa comédie de guerre 1941 et la production de Raiders arrive finalement à point nommé, littéralement à la croisée des chemins. Il est désormais temps de conceptualiser une notion à la fois évidente et très délicate, l'héroïsme. Ce sont tous les deux des personnages cyniques. Il est difficile pour un auteur d'écrire un type particulier de personnage, surtout si vous en avez écrit plusieurs, et de les faire complètement différents car ils sortent de vous. Et puis, si vous mettez le même acteur dans les personnages, cela rend les choses encore plus difficiles, à moins que le personnage ne soit écrit pour compenser le fait que vous avez le même acteur. C'est pourquoi j'étais un peu réticent à donner ce rôle à Harrison Ford au début. Mais on y retrouve des traits similaires, et le plus évident, c'est le cynisme. Quelques semaines après, l'équipe s'attelle aux premières préparations en vue de la pré-production du film, qui porte déjà le nom définitif de Raiders of the Lost Ark, les aventuriers de l'Arche perdue. Frank Marshall se lance dans la préparation du futur tournage, ainsi que de tous les éléments nécessaires à la concrétisation du film. Il est aidé par Deborah Fine, directrice de la recherche et des archives de Lucasfilm, qui fait ses armes auprès de Francis Ford Coppola. Son rôle est essentiel car Raiders demande beaucoup de recherche historique en arpentant de nombreuses bibliothèques réparties dans tous les États-Unis. La première étape pour Kasdan et Fine est de renouer avec Philip Kaufman, concepteur de la première idée autour de l'Arche d'Alliance, mais qui ne signe pas le scénario du film même s'il trouve un accord faisant de lui l'un des géniteurs officiels d'Indiana Jones. Ensemble, ils vont définir avec précision le pourquoi du comment de l'Arche, de son rapport aux nazis et à l'univers que veut construire Lucas. Les recherches vont puiser notamment dans la Bible et l'Encyclopædia Britannica, mais le point central de ce MacGuffin provient d'un médecin de l'enfance de Kaufman. L'Arche serait une sorte de récepteur et permettrait aux hommes non pas de communiquer avec Dieu, mais avec une civilisation extraterrestre. Dans notre cas, c'est une chose à laquelle je pense depuis peut-être 20 ans. Mon médecin, quand j'étais au collège, un célèbre spécialiste du sang, avait écrit un article avec un autre docteur à propos de l'Arche d'Alliance, et comment elle pourrait être un outil de communication avec des extraterrestres ou des sortes de dieux, comme une radio très élaborée, qui contenait de la soie, des voiles et d'autres choses. Tout est dans la Bible, au début d'un chapitre qui détaille la véritable Arche d'Alliance, son bois, les chérubins en or, et il disait que quand on frottait l'or avec de la soie, vous aviez la possibilité d'émettre ou recevoir des ondes radio. Aussi étrange que cela puisse paraître, ce thème mêlant histoire et fantastique est au cœur du sujet pour Lucas. À l'image des serials et pulp magazines de son enfance, il souhaite un véritable mélange des genres pour Indiana Jones, comme les Star Wars dans sa formulation de space adventure, avant d'être strictement de la science-fiction. L'œuvre de référence pour Kaufman est alors The Spear of Destiny de l'anthropologiste Trevor Ravenscroft,
à propos de la Sainte Lance qui aurait fini entre les mains d'Adolf Hitler, ce qui lui aurait permis d'acquérir des pouvoirs extraordinaires. En paraphrasant ces éléments entre histoire et fantasme, l'intrigue de Raiders peut enfin se construire très solidement, ce à quoi s'applique Lawrence Kasdan les mois qui suivent, rendant la première version du script en juin 1978. George Lucas se montre très enthousiaste à Steven Spielberg. Au-delà de leurs espérances, le travail du scénariste est complet et reflète parfaitement l'esprit qu'ils en avaient. Mais l'ensemble est un peu long, sans doute trop coûteux à produire avec ses nombreuses péripéties. Avant de se lancer dans la correction, une situation vient cependant retarder une nouvelle fois le projet. La scénariste de l'Empire contre-attaque, Lee Douglas Brackett, décède d'un cancer en plein travail sur le script. Lucas propose le job à Kasdan, que ce dernier accepte avec beaucoup d'appréhension, d'autant plus que la société de production The Ladd Company lui offre la possibilité de réaliser son premier film, Body Heat, en 1981. En parallèle, il doit donc réduire considérablement sa proposition sur Raiders. De 144 pages, il doit passer à 100 pages. L'effort semble impossible, mais l'auteur s'applique à supprimer le superflu comme la séquence en Chine. Il convient aussi d'amalgamer certains personnages. Au départ, il n'y a pas moins de 4 archéologues. Indiana Jones, René Belloc et 2 sidekicks. Cela permet aussi de rendre le script plus clair et de donner plus d'importance au personnage de Salah, remodélant la copieuse partie en Égypte. Cette seconde version est finalement bien plus appréciée par Kasdan lui-même. Elle est plus lisible, plus rythmée et probablement plus divertissante. Après quelques va-et-vient avec Lucas et une troisième version du script, nous nous retrouvons en 1979 et il est désormais temps de trouver un studio pour accepter un financement et une distribution mondiale, alors que le tournage du second opus de Star Wars se termine. En parallèle, Lucas doit conceptualiser l'imagerie de Raiders. Il s'entoure notamment de Jim Steranko, artiste conceptuel reconnu de l'industrie du comics book américain, qui a pour rôle de formaliser l'aspect physique du héros. En prenant en main la série Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. dès 1965, créée par le légendaire duo Stan Lee et Jack Kirby, ce dessinateur modernise le milieu par des œuvres plus contemporaines, avec un trait et une dynamique de narration sans pareil. Il est sollicité en février 1979, alors qu'aucun acteur n'est encore désigné pour le rôle. Quelques illustrations existent déjà à ce stade, mais le héros n'est alors pas encore conceptualisé physiquement. Steranko doit créer le look d'Indiana Jones à partir de quelques idées transmises par Lucas, et le résultat doit servir à vendre le film au studio. Sur des illustrations de Steranko publiées en 1976 dans le magazine Lone Star Fictioneer dédié à Robert E. Howard, le créateur de Conan le Barbare, George Lucas prend alors des notes à côté d'un aventurier qui évolue au Moyen-Orient durant la Première Guerre mondiale, mais dans un style plus rétro, avec une touche de western, voire d'éléments propres à l'époque coloniale. Parmi ces notes, Lucas indique que le héros doit porter un fouet plutôt qu'un fusil, doit être coiffé d'un chapeau comme celui de Bogart dans Le Trésor de la Sierra Madre, avoir un rabat sur l'étui de son revolver et d'installer un environnement fait de désert et de véhicules nazis. Steranko prend le tout et formalise son héros dans la pure veine pulp. La première peinture que j'ai faite a façonné Indiana Jones. On n'avait évoqué aucun acteur à ce moment-là, en tout cas pas avec moi. On m'a demandé de créer un personnage très robuste de type pulp, qui pourrait convenir aux aventures héroïques dans lesquelles il serait impliqué. Je me rappelle d'un truc marrant. J'ai eu une note de la secrétaire qui décrivait le personnage, disant qu'Indy devait porter une veste comme celle de George. Heureusement, je savais quel genre il mettait. Tout fonctionnait très bien. J'ai vu Indiana Jones comme un mélange entre Doc Savage et Humphrey Bogart. En août 1979, 4 peintures sont livrées à Lucasfilm. Le personnage est modelé de façon très spectaculaire. Musculeux, visage carré, il arbore un look très moderne et quelque peu baroque, au croisement des influences. Sur une image, il se bat contre un soldat allemand. Sur une autre, il se trouve dans un temple et fait face à de nombreux serpents. Celle qui retient finalement le plus l'attention reflète complètement le fantasme premier de Lucas. Indy saute de cheval sur un camion nazi. Le rapprochement avec Zorro est évident, puisqu'il s'agit d'une scène existante dans sa version de 1937. Ce développement donne à Raiders sa dimension héroïque et d'action, bien avant celle d'histoire et d'archéologie. La troisième version du script livrée en été 1979 voit son héros essuyer sa première défaite avec son concurrent René Belloc, qui lui dérobe finalement l'idole au temple Chachapoyan. L'objectif est d'introduire le principal antagoniste du film tout en amenant l'idée d'une forme de vulnérabilité pour Indiana Jones. En parallèle, le président de Lucasfilm, Charles Weber, contacte de nombreux studios, notamment Ted Ashley pour Warner Bros,
et Michael Eisner pour Paramount Pictures, alors que la production imminente du film commence déjà à filtrer dans la presse, annonçant Steven Spielberg à la mise en scène. Les majors montrent cependant des réticences à travailler avec le réalisateur. 1941, prévu pour la fin de l'année, a déjà une réputation sulfureuse, avec un tournage qui s'enlise et des coûts qui s'envolent, comme pour Jaws. Spielberg, malgré ses succès, est déjà considéré par l'industrie comme un élément incontrôlable. Lucas insiste, et prépare même son ami à l'éventualité d'un budget très bas, voire à une formulation qui conviendrait plutôt à un film de télévision. Mais alors que Warner négocie très durement, souhaite réviser une partie du scénario pour abaisser les coûts et obtenir une part majoritaire des revenus du box-office, Paramount fait table rase et accepte les conditions de Lucas. Michael Eisner est accusé de détruire l'industrie avec des accords impossibles. Le futur PDG de The Walt Disney Company peut toutefois être fier du deal sur Indiana Jones. En sécurisant plusieurs suites et un partage des recettes intelligent, et même si l'intégralité du merchandising est laissée à Lucasfilm, Paramount signe l'un des plus beaux contrats de son existence. Entre décembre 1979 et février 1980, tous les contrats sont signés. Spielberg est libéré de son travail sur 1941, Lawrence Kasdan est en passe de terminer la 5e et dernière version du script de Raiders, et Frank Marshall a commencé à organiser la production, incluant les lieux de tournage, les décors et bien évidemment le casting. À ce moment-là, personne ne sait si le succès de Star Wars se confirmera avec l'Empire contre-attaque, alors que 1941 est un échec loin des chiffres de Jaws et Rencontre du troisième type. À de nombreux égards, Indiana Jones devient un projet très critique pour Lucas, mais aussi pour Spielberg, qui n'ont pas le droit à l'erreur, au risque de littéralement ruiner leurs carrières respectives. Alors qu'il faut aborder la mise en œuvre de Raiders of the Lost Ark, Spielberg doit conjurer le sort et mettre sur pied une production très efficace. Exit la préparation d'1 an, le tournage est prévu pour mai 1980, le producteur Frank Marshall s'y attelle et le scénariste Lawrence Kasdan s'y tient fermement avec la version finale du script. Tout doit être fait pour minimiser les coûts, voire chercher à faire des économies sur le budget annoncé, car malgré ses belles réussites passées, Spielberg sait pertinemment qu'un second échec au box-office n'aura rien de bon pour sa carrière, à plus forte raison que son image de réalisateur incontrôlable lui colle à la peau. Pour ne pas faillir à sa légende, Steven Spielberg prévoit même une méthode de casting des plus novatrices, dont la rumeur se répandra dans le tout Hollywood, qui se bouscule alors pour essayer d'obtenir une place dans ce curieux mais prometteur Raiders of the Lost Ark. En premier lieu, il convient pour le réalisateur de s'entourer de gens de confiance. Pour la photographie, il rappelle l'anglais Douglas Slocombe, avec qui il a collaboré sur une séquence mémorable en Inde pour Rencontre du troisième type. Cet œil aiguisé, actif depuis le cinéma en noir et blanc des années 40, connaît la senteur de l'imagerie vintage du cinéma de genre, ce qui convient tout à fait aux aventures d'Indiana Jones. Le montage est confié à l'américain Michael Kahn, qui s'était occupé des 2 derniers films de Spielberg, mais le reste de l'équipe est principalement anglais, comme le directeur de production Robert Watts, ou encore le chef décorateur Norman Reynolds, tous deux actifs sur Star Wars. Par facilité de production, le tournage a lieu exactement au même endroit que les 2 premiers volets des aventures de Luke Skywalker, au studio Elstree de Londres. C'est aussi l'occasion d'ouvrir une filiale sur le sol anglais, sobrement nommée Lost Ark Productions. Encore une fois, Lucas fuit les États-Unis pour privilégier le vieux continent, ainsi que les tarifs avantageux proposés au Royaume-Uni. Quand je suis allé en Angleterre pour ma première reconnaissance, j'ai découvert une machinerie Star Wars parfaitement huilée avec ses techniciens et artisans qui travaillaient dessus depuis 1976. Ils avaient l'habitude d'œuvrer ensemble et nous avons tous décidé de garder cette même équipe qui officiait sur Un Nouvel Espoir, l'Empire contre-attaque et aussi, par coïncidence, Superman. Ils étaient accoutumés des lieux difficiles, des plateaux spectaculaires et des effets spéciaux excentriques. Du coup, ça n'a pas été une surprise pour eux quand ils ont appris que le script allait les emmener dans 4 pays différents, répartis sur 3 continents, avec 7 structures scéniques majeures et plein d'effets en tout genre. Ils avaient déjà fait ça auparavant. Au storyboard, 2 jeunes artistes s'étant illustrés sur le film Star Trek rejoignent Spielberg, David J. Negron et celui qui deviendra un ténor de la profession, Ed Vero. En plus des storyboards sous forme de comics griffonnés, les concept art de lieux majeurs comme le Puits des âmes ou les fouilles de Tanis sont confiés à Michael Lloyd, et les designs de véhicules sont pris en charge par l'étonnant dessinateur Ron Cobb, à qui l'on doit de nombreuses contributions sur les sagas Alien, Star Wars et Retour vers le futur.
Du côté de la Californie, les affaires de George Lucas sont au beau fixe. L'Empire contre-attaque sort dans quelques mois, coïncidant donc avec les premières prises de vue de Riders, et l'homme est déjà en train de conceptualiser ce qu'il annoncera à la presse au même moment, le 3e volet de Star Wars, intitulé alors « La revanche du Jedi ». C'est alors un nouveau saut dans le vide que s'apprête à faire Lucas, les grandes sagas de ce genre au cinéma n'étant pas spécialement courantes, et beaucoup évoquent un effet de mode qui s'envolera aussi vite qu'il est arrivé. Enchaîner ainsi les productions lui permet de faire travailler sans discontinuer ses équipes de Londres, mais aussi les salariés de Lucasfilm qui grossissent peu à peu les rangs de sa société, entre les missions liées à la gestion de projets, au merchandising, au marketing et autres opportunités qui se présentent sans cesse. Pour Indiana Jones, il collabore à nouveau avec le producteur de More American Graffiti en 1979, Howard Kazadjian, qui sera ses yeux et ses oreilles sur le plateau. Au début des années 80, George Lucas en arrive à déléguer presque entièrement l'opérationnel de ses productions, faisant une confiance quasi aveugle à des personnes qu'il caste avec instinct. Le cœur névralgique de Lucasfilm se situe alors juste en face des studios Universal, dans un ancien entrepôt à œufs entièrement rénové. Par souci de discrétion, rien ne mentionne cependant l'appartenance au lieu de Star Wars ou de son créateur, et les anciens logos du bâtiment restent en place. C'est ici que se déroulera le casting tardif du film. J'ai rencontré Steven Spielberg et George Lucas dans un petit bungalow en briques rouges dans la périphérie des studios Universal à Los Angeles. Le logo, Haig Marketing Board, était toujours en place sur la porte d'entrée. Steve et George étaient assis par terre à écouter un de ces nouveaux lecteurs de cassettes audio au travers des premières mini-enceintes portables que nous voyons. Ils m'ont invité à me joindre à eux pour partager leur émerveillement. C'est seulement après avoir exprimé notre admiration pour l'appareil que le sujet du jour fut mentionné. On me demanda « Voulez-vous le script ?» Je suis allé dans une pièce et je l'ai lu. Je leur ai dit que j'adorais et ils m'ont répondu que je serais fixé dans une semaine. Je ne savais pas qu'ils m'avaient déjà choisi. Loin d'être aussi simple que le cas de Paul Freeman, le choix des protagonistes se révèle vite complexe, Lucas comme Spielberg ayant une idée bien précise de ce qu'ils veulent. C'est dans les locaux de Haig Company que les réunions ont lieu, pour lesquelles le réalisateur s'entoure de sa nouvelle collaboratrice Kathleen Kennedy, qui avait fait ses armes en assistant le producteur de 1941, John Milius. Il y installe également son bureau, ramenant son perroquet, ainsi qu'une borne d'arcade du jeu Astéroïde. Spielberg veut se sentir chez lui. Il s'avère alors naturel d'utiliser ces mêmes locaux pour conduire le casting et opte pour une méthode plutôt singulière. Je cuisinais avec les acteurs et les actrices. J'étais vraiment fatigué de les recevoir avec leurs grandes photos, leur mise en scène et toutes leurs références, dans un bureau face à moi avec le directeur de casting, le producteur et d'autres personnes, pour jouer au jeu de celui qui sera le plus intimidé. C'était pas drôle. Mais grâce à l'architecture de Haig Company, il y avait une superbe cuisine, moderne et propice à cuisiner et discuter. Les acteurs venaient donc de 9h du matin à 13h pour m'aider à cuisiner. On a fait tout, de la charlotte au chocolat au pain à la citrouille. Du coup, tous les acteurs venant de 14h à 17h m'aidaient à manger. Et la rumeur s'est répandue. En dehors du fait que les acteurs demandent subitement à leur agent de venir passer le casting l'après-midi plutôt qu'en matinée, la formule trouvée par Spielberg le met une nouvelle fois dans la position d'un réalisateur novateur et visionnaire. Avec lui, personne ne se sent mal à l'aise. Pendant la confection des recettes, les discussions sont informelles. Kathleen Kennedy ou Frank Marshall s'y joignent, vont parfois filmer la scène, tout le monde rit et l'ambiance est à la décontraction. Dès janvier 1980, les rencontres vont bon train. Certaines figures connues franchissent les portes du siège de Lucasfilm pour les 2 rôles d'importance qu'il est désormais urgent de trouver. Indiana Jones d'une part, et la figure féminine d'autre part, Marion Ravenwood. Pour le rôle de l'aventurier, il voit passer des noms tels que Paul Le Mat d'American Graffiti, Mark Harmon, futur leader d'NCIS, le grand Sam Shepard, Don Johnson de Miami Vice, ou encore Michael Biehn de Terminator. Une note de Kathleen Kennedy évoque même la candidature du ténébreux David Hasselhoff, qui n'a alors encore aucune carrière musicale ou cinématographique. Pour le rôle du pendant féminin d'Indiana Jones, forte tête, bagarreuse et en capacité de charmer le héros tout en lui résistant, sont rencontrées notamment la prometteuse Jane Seymour, qui semble beaucoup plaire, ainsi que la très jeune Sean Young, qui n'a qu'un film à son actif toujours en post-production, Jane Austen in Manhattan. Mais c'est en s'arrêtant à New York pour passer d'autres entretiens que Spielberg et Marshall rencontrent celle qui changera durablement la quête de l'héroïne parfaite. Karen Allen approche déjà la trentaine et a un tempérament de feu, tout en montrant une fragilité de façade. Un faux semblant qui sied parfaitement au personnage de Marion. Alors que les tests en duo commencent enfin d'accélérer le choix final,
Karen Allen est mise en situation avec Tim Mattelson, que Spielberg connaît bien pour lui avoir offert un rôle dans 1941, et Sean Young est associé à celui en qui tout le monde voit le seul et unique Indiana Jones, malgré de copieuses recherches, Tom Selleck. Et pourtant, il n'est pas le premier choix de Steven Spielberg, qui, dès 1977, lorsque George Lucas évoque le projet, voit immédiatement Harrison Ford jouer la partition. L'incarnation de Han Solo dans Star Wars est même évoquée lors du brainstorming en 1978, un choix de prime abord parfaitement naturel. Mais Lucas rejette l'idée dès le départ, pourtant largement portée par Spielberg. Il ne veut pas d'un effet à la Robert De Niro, Martin Scorsese, être catalogué en utilisant trop souvent le même acteur. Et puis Harrison Ford donne déjà du fil à retordre en signant difficilement les suites de Star Wars, ce qui inquiète Lucas puisqu'Indiana Jones se représente un contrat de 3 à 4 films avec Paramount et qu'il ne veut pas être bloqué en cas de succès. Ford reste toutefois un excellent second choix si par hasard l'acteur qu'il souhaite ne serait pas disponible. Tom Selleck est dans les années 70 un comédien dont la carrière est prometteuse, au cinéma comme à la télévision. Très bel homme à la peau tannée et au physique convenant à l'image d'Épinal de l'aventurier viril tel que le conçoit George Lucas, il a un regard sévère et un visage parfaitement dessiné, ce qui reflète très bien une certaine idée de la détermination qui sera le propre d'Indiana Jones. Cependant, comme de nombreux acteurs, Selleck a du mal à joindre les deux bouts. Il tourne quelques pilotes de série qui ne voient jamais le jour et doit faire les basses besognes de sa propriétaire pour payer son loyer. Quand CBS lui propose de signer le premier rôle d'une série de Glenn A. Larson, showrunner notamment à l'origine de la série Battlestar Galactica en 1978, il n'a évidemment aucune raison de refuser. Mais le casting d'Indiana Jones se présente et il devient le premier choix de Spielberg et Lucas qui lui offrent fermement le rôle. La série en question, Magnum P.I., n'est alors pas prévue. Quand le network apprend que Selleck est sélectionné pour jouer dans Raiders, ils activent précipitamment la production afin de sécuriser l'acteur, qui ne peut par conséquent pas suivre les deux projets, contractuellement obligé de préférer le rôle de Thomas Magnum, d'autant plus qu'ils avaient déjà mis en boîte l'épisode pilote. La manœuvre peut sembler peu honnête et particulièrement regrettable pour Selleck, mais rien n'indiquait qu'Indiana Jones allait être un si gros succès. Et cette méthode de sécurisation des talents n'était alors pas nouvelle. Bien que Lucas ait maintenu l'offre pendant un mois avant de jeter l'éponge, l'acteur doit décliner et concrétisera Magnum P.I. qui, très ironiquement, ne sera tourné qu'après les prises de vue d'Indiana Jones suite à une grève des scénaristes à Hollywood, ce qui lui aurait permis d'honorer les deux contrats. Harrison Ford revient de loin. Dans les années 70, à 35 ans, ses rêves de cinéma sont derrière lui, peu satisfait des rôles qu'on lui offrait. Marié et père de 2 enfants, il devient charpentier en parallèle à sa carrière d'acteur quasi inexistante afin d'assurer son existence, travaillant sur des plateaux de cinéma comme chez des particuliers. Il accepte le rôle de Bob Falfa dans American Graffiti en 1973 malgré une rémunération très basse, et il ne tourne qu'un film avant Star Wars, Conversation secrète de Francis Ford Coppola en 1974. C'est en faisant des travaux chez George Lucas qu'il est embauché pour donner la réplique aux acteurs et actrices lors du casting de Star Wars. Contre toute attente, il se voit proposer d'incarner Han Solo, qui vole littéralement la vedette au héros Luke. Harrison Ford revient de loin. La défection contrainte de Tom Selleck est un nouveau coup du destin pour Ford, qui rafle un rôle majeur sans avoir été initialement sollicité pour ça. Entre-temps, sa carrière décolle, en toute logique suite au succès de Star Wars. Il signe des rôles secondaires mais remarqués dans L'Ouragan vient de Navarone de Guy Hamilton en 1978 et Apocalypse Now de Coppola l'année suivante, dans lequel il incarne le colonel G. Lucas, en clin d'œil au premier initiateur du film. À quelques semaines du tournage, Ford signe son contrat et rejoint un casting enrichi des Anglais Dame Old Elliott pour Marcus Brody et John Rhys Davies pour Salah, en plus de la validation de Karen Allen pour Marion Ravenwood. 12 ans seulement s'est écoulé depuis 1968, l'année de la première rencontre entre Steven Spielberg et George Lucas. 12 ans où l'impossible semble déjà avoir été atteint. Ce qu'ils ne savent pas encore, à l'approche de ce mois fatidique de mai 1980, celui de la sortie du plus grand film de science-fiction de l'histoire, L'Empire contre-attaque, et le début de tournage du plus grand film d'aventure, Les Aventuriers de l'Arche perdue, c'est qu'ils n'ont pas encore fini de faire souffler ce vent de renouveau extraordinaire qui ébranle Hollywood depuis une poignée d'années. La suite, je vous la raconte dans le second épisode de l'histoire d'Indiana Jones sur McGuffin Maker.